La manifestation des agriculteurs français qui protestent contre la jachère obligatoire en Europe. Les agriculteurs voudraient que ce taux passe de 15% des surfaces cultivées à 10%. À 6 mois du premier tour des présidentielles, le climat s'envenime entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, alors que Charles Pasqua relance une nouvelle fois son idée des primaires. Au Sri Lanka, attentat meurtrier, 57 morts, dont le principal leader de l'opposition. En Algérie, le meurtre de 2 religieuses espagnoles. Et en Suisse, dans une galerie de Zurich, le vol de 7 tableaux de Picasso, estimés à plus de 200 millions de francs. Nous terminerons ce journal en compagnie de Jacques Higelin, qui retrouve à partir de demain le cirque d'hiver à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer tous ces titres et pour aider celles et ceux qui galèrent, comme l'on dit, à retrouver quelque peu le moral, l'histoire incroyable mais vraie d'un jeune SDF de 19 ans dont la vie a basculé au vrai sens du terme un beau jour à la simple lecture d'une petite annonce, un conte de fées raconté par Valérie Hermite et Bernie Merriot. Sa longue silhouette n'a jamais vraiment dépareillé dans les quartiers chics de Paris. Bonjour monsieur, vous allez bien? Pourtant, à 19 ans, Patrice est loin d'être un gosse de riche du 16e. Enfant de la DAS, placé de foyer en famille d'accueil, à 14 ans, il décide de tout plaquer pour faire sa vie, comme il dit, dans la rue. J'en avais un peu marre. Alors je suis parti sur Paris. Parce que je connaissais un peu Paris, quoi. Et je suis venu faire la manche ici parce que ici c'est normal, quoi. Parce que tout le monde sait qu'ici il y a de l'argent. Pendant près de 6 ans, Patrice va errer de rue en foyer associatif. Et c'est dans un foyer justement qu'à sa majorité, il retrouve enfin son père, que le juge pour enfants lui avait interdit de rejoindre. Son père, Papillon, est un SDF comme lui. Il a réussi tout seul. C'est pas par rapport à un juge des enfants qu'il a réussi, c'est qu'il a réussi tout seul. Ça me fait plaisir, ça me fait gros au cœur, ça me fait du bien. Si heureux, Papillon, que son fils à lui ait osé un jour pousser la porte de l'autre monde. Début septembre, Jean-Paul Gaultier charge des mannequins pour un défilé. Patrice, en quelques heures, passe de SDF à modèle. Et puis, tout va si vite, il est immédiatement engagé par PH1, une agence de mannequins. Vous réalisez ce qui vous arrive? Non, pas encore. C'est un rêve, hein. C'est un conte de fées. Sublime l'expression, la garde cette expression. Vous aviez pensé être mannequin un jour? Non, jamais. De quoi vous avez envie maintenant? De pouvoir aider mon père. Parce qu'il est toujours SDF. Et de pouvoir l'en sortir, quoi. Et puis moi, d'avoir un appartement, de pouvoir vivre normalement avec mon père, avec ma petite amie. Voilà. Une vie normale, quoi. Ouais, comme tout le monde. La politique maintenant avec le dicton du jour. À la Saint-Florentin, les querelles florentines s'amplifient dans la majorité. Jacques Chirac et Édouard Balladur, les 2 candidats encore non déclarés du RPR, semblent de plus en plus enfermés dans une logique de guerre sans merci. Ce matin, dans une interview accordée au Figaro, Édouard Balladur déclare en effet que depuis longtemps, Jacques Chirac est réfugié dans son parti comme dans une citadelle. Une petite phrase qui a provoqué l'ire des partisans du président du RPR, Véronique Saint-Olive, Jérôme Catala. Édouard Balladur avait payé de sa personne tout au long des derniers jours, rappelant ses ministres à l'ordre, exhortant la majorité à plus de sérénité et lançant pour tous un seul mot d'ordre, du calme. Mais voilà que ce matin, le Premier ministre déclenche lui-même une nouvelle tempête, avec une seule petite phrase à l'adresse de Jacques Chirac et du RPR. Jacques, depuis longtemps, est réfugié dans son parti comme dans une citadelle. Est-ce bien l'esprit de la Ve République? Alors les députés RPR s'émeuvent et beaucoup d'entre eux s'indignent. J'en pense qu'on est en train de cracher sur le mouvement gaulliste et sur Jacques Chirac. Dans une formation politique, on ne donne pas les coups de pied à son camp, on ne donne pas les coups de poing à son leader. Je suis très peiné que le Premier ministre puisse considérer que le RPR est une citadelle dans laquelle nous serions prisonniers. Et personne n'y est prisonnier, surtout pas Jacques Chirac. On a tellement souhaité qu'il soit Premier ministre, on a tellement travaillé pour ça. Aujourd'hui, il ose à peine nous regarder. On est peiné, je crois que c'est le mot exact. À quelques mètres de là, au siège du RPR, on n'est pas en reste et on fait mine de s'étonner. Je ne comprends pas cette agressivité. Et franchement, le débat présidentiel doit être autre.
Il ne s'agit pas de nous lancer à la figure des petites phrases. Cet après-midi, les baladuriens se sont fait rares dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Seul Patrick Devedjian s'est employé à calmer le jeu et à désamorcer ce qu'il considère comme un mauvais procès. Bien que Édouard Balladur soit issu du RPR, ce qu'il revendique hautement, contre même tous les procès en sorcellerie qu'on pourrait vouloir lui faire, en même temps, il convient d'être distancé par rapport à ce parti, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas au gouvernement pour faire les intérêts du RPR, il est au gouvernement pour faire les intérêts de la France, et ce n'est pas la même chose. Le problème est donc posé pour Édouard Balladur. Présidentiable qui se veut au-dessus des partis, il est aussi membre du RPR. Et ce soir, la famille gaulliste se sent quelque peu reniée par l'un des siens. Invité tout à l'heure du Club de la Presse d'Europe numéro 1, Charles Pasqua a affirmé que devant le trop-plein de candidats de la majorité à l'Élysée, il n'avait pas du tout l'intention, lui, de se lancer dans la course. Le ministre de l'Intérieur qui est par ailleurs revenu sur son idée d'organiser des primaires. Il ne faut pas confondre les primaires avec un combat de chiffonnier. Je veux dire par là que les primaires... le débat actuel. Je dis qu'à l'heure actuelle, les choses prennent une mauvaise tournure. Les primaires, c'est autre chose. Les primaires, ça consiste à dire il n'y a pas de candidat autodésigné, autoproclamé ou de droit divin. Il n'y a pas non plus un pouvoir qui est reconnu au parti. Dans chaque famille, chacun a le droit de se présenter s'il est porteur d'une idée ou d'un projet pour la France, à condition que les règles du jeu soient bien établies et que chacun s'y soumette. Réunion importante des ministres de l'Agriculture des 12 aujourd'hui et demain à Luxembourg. Au programme, entre autres, une réduction du taux de jachère prévue par la PAC, taux actuellement de 15% et que la France voudrait ramener à 12 voire 10%. Demande appuyée dans les rues par des milliers d'agriculteurs. Reportage Jean-Yves Perrin, Georges Janssen. Banderole déployée sur la tour Montparnasse et pluie de dollars à l'effigie de Jacques Delors, un show à l'américaine en guise de manifestation. Avec en guest star, en vedette, la jachère elle-même. Aujourd'hui à Luxembourg, les ministres de l'Agriculture des 12 débattent de son avenir. Et les agriculteurs français veulent obtenir 5% de jachère en moins et non 2%, comme le propose la Commission européenne. La production céréalière est en baisse. Les stocks ont chuté de 50% en un an. La demande mondiale en céréales augmente et ce sont les États-Unis qui reprennent les marchés sous le nez des Européens. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la jachère européenne équivaut à du blé américain et encore plus de jachère européenne l'année prochaine. Mais à Luxembourg, la France est le seul pays à vouloir une réduction du taux de jachère en Europe. Ses partenaires sont difficiles à convaincre. Ils préfèrent le statu quo et des prix agricoles élevés. Seule la Commission européenne tend l'oreille. La Commission a été sensible à notre argumentation puisque très rapidement, je dirais, elle s'est montrée assez ouverte. Je vous indique que moins de 2%, ce n'est pas suffisant. Mais si le ministre français revient de Luxembourg avec seulement moins 2% de jachère, les manifestations paysannes pourraient être beaucoup moins bon enfant. Depuis 1993, on l'a vu, la réforme de la PAC, de la politique agricole commune, oblige donc les agriculteurs européens à geler au moins 15% de leur surface en céréales ou en oléagineux, ce qui représente plus d'1 800 000 hectares en France, ce qui fait dire, au mauvais esprit, que la jachère est devenue la 3e culture en France après le blé tendre et le maïs. Reportage précisément chez un producteur de maïs dans le Bordelais, en compagnie de François Privat et Philippe Dumail. Installé près de Bordeaux, Jean-Marie Dupé est producteur de maïs depuis 1976. Alors que les bonnes années s'éloignent à grands pas, cet agriculteur a dû, comme ses collègues, se mettre au diapason de la politique agricole commune. Aujourd'hui, 20% de ses terres sont en jachère, en clair, inexploitées. Quand on est tributaire des conditions climatiques, on l'accepte, mais quand on est tributaire de fonctionnaires qui ne connaissent pas grand-chose, on ne l'accepte plus. Concrètement, là, vous sacrifiez combien pour la jachère sur votre exploitation ? Bon, moi, cette année, j'ai gelé 14 hectares de 20% de l'exploitation, c'est-à-dire 14 hectares. C'est une perte d'au minimum 100 000 francs. Alors que les indemnités compensatoires versées par la communauté européenne à Jean-Marie ne s'élèvent qu'à 42 000 francs. De plus, jachère ne signifie pas friche, et chaque année, il faut entretenir ces terres sacrifiées. Normalement, là, cette jachère, là, je suis obligé de la semer avant le 31 octobre. Il pleut tous les jours, moi j'ai du maïs encore à ramasser. Alors, on nous impose à travailler la jachère mieux que ce qu'on ferait
nos maïs autrement. Donc pour vous, c'est pas très intéressant? Bon, c'est un peu une catastrophe, bon, non seulement au niveau du travail, mais c'est au niveau... en général, on manque de produits. En Europe, on manque de produits et on nous impose de geler nos terres. Prisonniers des décisions de Bruxelles et face à l'hégémonie du maïs américain, la plupart des producteurs français ont adopté une position d'attente. Confrontés à cet avenir incertain, ils ont cessé d'investir dans leurs fermes et ne renouvellent plus leur matériel. Apparemment, les petits épargnants ne se précipitent guère au guichet des banques ou de la Poste pour réserver des actions Renault. Un manque d'enthousiasme dû sans doute à la morosité actuelle de la Bourse de Paris, mais aussi peut-être aux résultats décevants des titres des autres entreprises récemment privatisées. Reportage Laurent Bailly, Jean-Marc Sursin. Jetez-vous à l'eau, achetez du Renault. C'était en substance le message du gouvernement il y a 8 jours. Depuis la semaine dernière, on peut donc réserver ses actions Renault. Bercy se déclare déjà confiant dans la demande des petits porteurs, mais sur le terrain, ce n'est pas encore la franche ruée. Au revoir. Madame, il y a beaucoup de demandes sur Renault? Non, très peu. Je pense que les gens ont été déçus de celles qu'ils ont achetées avant. Dans le collimateur, la contre-performance des privatisés. Seule l'action BNP a progressé depuis sa vente, plus 5%. Mais pour les autres, pas facile de remonter la pente. Exemple, Rhône-Poulenc qui a perdu 8%. Elf fléchit déjà de 2% et l'UAP affiche moins 10%. De quoi refroidir les petits porteurs sur Renault. C'est vrai que le particulier est beaucoup moins tenté d'investir aujourd'hui dans un contexte boursier qui est plus difficile, avec en plus l'histoire, c'est-à-dire le déroulement des dernières opérations, qui, il faut bien le reconnaître aujourd'hui, n'est pas une très bonne opération à chaque fois. Déception sur les privatisés, morosité du marché, voilà qui explique la faible demande sur Renault pour l'instant. Alors c'est vrai, on attend aussi le prix exact de l'action, mais il sera très raisonnable. En tout cas, pour que le gouvernement réussisse Renault, mais aussi les futures privatisations, il faudra que les Français se réconcilient avec la bourse. Autre sujet de préoccupation pour le gouvernement, la grogne qui monte dans un certain nombre d'universités en raison du manque de postes et de locaux. Les présidents des universités voudraient en fait remettre à plat complètement le système de financement. Reportage à Nanterre, Chantal Kimerlin, Michel Levasseur. Et voilà, c'est une classe, mieux un amphi qu'on se construit soi-même et que j'assemble et que je boulonne les 150 mètres carrés en 30 minutes avant le cours. Car pour être étudiant, on n'en est pas moins manuel, n'est-ce pas? J'ai le marteau universitaire. Le tout est transportable. Coller, c'est plus grand et c'est toujours mieux quand on est nombreux. C'est scandaleux. Scandaleux. Vous vous attendiez à ça? Ah, pas du tout. Hein. J'aurais su, je crois que j'aurais fait plombier ou électricien. Au moins, c'est à quoi s'attendre. Ça fait plusieurs années que tous les profs, les étudiants travaillent dans de mauvaises conditions. Et cette année, ça dépasse les bornes, alors voilà. Les bornes, c'était de suivre les cours dans des gymnases, au bord de la piscine ou dans des vestiaires. Les étudiants ont accepté qu'on reporte la rentrée parce qu'il n'y avait pas de locaux pour les accueillir. La tente est la seule solution qu'ils ont trouvée, seuls, sans l'aide de personne. La première société de location nous a gracieusement offert et a été partante tout de suite. Ils ont eu confiance en nous tout de suite. Vous leur avez expliqué votre situation? Exactement, ils ont été très compréhensifs et il n'y a eu aucun problème. Seul, le prof a une chaise et un bureau pour le premier cours. Ici, on fonctionne surtout avec le moral. Pourquoi acceptez-vous de travailler dans ces conditions-là? C'est un engagement moral, c'est un engagement professionnel. Je continue. Ces étudiants en sport sont entrés en première année sur concours. L'année prochaine, le concours est supprimé. La fac, on sans doute, devra accueillir encore plus d'étudiants. Depuis près de 2 semaines maintenant, la Maison Ronde est devenue la Grande Muette. Largement soutenue par leurs auditeurs, les journalistes de Radio France ont voté aujourd'hui à l'unanimité la poursuite de leur mouvement de grève alors que des négociations salariales sont actuellement en cours avec le médiateur nommé par le gouvernement. Les affaires, le juge Van Rynbeek est arrivé ce matin à la cour d'appel de Rennes en voiture et sous la protection rapprochée de 3 policiers en civil, mais manifestement bien armés. Le juge rennais est désormais protégé de façon permanente à la suite de menaces de mort anonymes. J'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire? J'ai pas le choix, mais je suis tout à fait serein et je continuerai à mener mes investigations jusqu'à leur terme. Voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Le juge Van Rynbeck qui s'intéresse à un nouveau dossier de corruption présumée qui concerne cette fois un marché de 520 millions de francs passé par l'État en 87 pour la construction du pont de Chevirey près de Nantes, un pont dont la construction aurait pu donner lieu au versement d'une commission occulte. Le point de cette ténébreuse affaire avec Christophe Tortora. À Nantes, la construction du pont de Chevirey a débuté en 1987. La société Kiori a remporté ce marché d'État de plus de 520 millions de francs. À l'époque, le maire de la ville, Michel Chauty, avait protesté contre l'attribution de ce marché public. Il parlait déjà de pot de vin. Jeudi dernier, il est revenu à la charge. J'ai reçu un coup de téléphone d'une personnalité me demandant d'intervenir pour favoriser les marchés au profit d'une entreprise déterminée et que l'on n'oublierait pas mon parti politique. Je lui ai fait une réponse négative immédiate et polie. Vendredi dernier, selon le journal Le Monde, Michel Chauty, entendu par le conseiller Van Rynbeck sur un autre dossier, aurait été plus précis. Il aurait révélé qu'il s'agissait de l'ancien sénateur Caillavet, à l'époque conseil de l'entreprise Kiori. Monsieur Caillavet, ce matin, tombe des nues. Je dément, d'une manière absolue. D'abord pour une raison pratique. C'est que monsieur Chauty est incompétent dans le dossier du pont de Chevirey. C'est un marché d'État qui relève de la DDE et qui relève par arbitrage et pour arbitrage du ministère. Par ailleurs, je ne vais pas m'adresser à supposer que je veuille corrompre à une personne qui ne peut pas être corrompue. C'est l'administration qui pourrait être corrompue et pas M. Chauty, il est incompétent. Et au demeurant, ce n'est pas dans mon éthique personnelle de me livrer à de telles manipulations. Et pour faire bon poids, Henri Caillavet porte plainte contre M. Chauty. De son côté, Pierre Méignery, l'actuel garde des Sceaux, mais ministre de l'Équipement en 1987, affirme que ce marché a été passé dans des conditions parfaitement légales. Toutes les décisions ont été prises localement, je dis bien localement, et suivies à Paris. Et c'est le projet le moins-disant, le meilleur projet qui a été retenu. Et ceux qui veulent lire les 70 pages et 70 pages sont à leur disposition. Mais de grâce, ne tombons pas dans un pays de rumeurs et de dénonciations. Ça commence à devenir grave. On ignore pour l'instant la suite qu'entend donner le conseiller Van Rynbeck au dossier du pont de Chevirey. En France, c'est bien connu, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. L'on assiste actuellement à une multiplication de propositions pour lutter plus efficacement à l'avenir contre la corruption et les affaires. Exemple, un député RPR, l'ancien juge Alain Marceau, souhaite voir instituer une procédure de repentir qui permettrait aux personnes impliquées dans ces affaires de corruption de bénéficier d'une réduction de peine si elles permettent d'identifier d'autres personnes impliquées. Éric Lemasson. Le monsieur propre de la vie politique, Alain Marceau n'a pas cette prétention. Mais qu'une loi anticorruption porte son nom, il a bel et bien cette ambition. Alors, les deux propositions de loi que cet ancien magistrat proche de Charles Pasqua est allé déposer ce matin sur le bureau de l'Assemblée ne font pas dans la demi-mesure. D'abord, Alain Marceau propose d'interdire tout cumul du mandat de député avec celui d'élu local important comme la présidence des conseils généraux et régionaux ou le mandat de maire d'une ville importante. Le mandat de député deviendrait moins suspicieux, dit-il, et d'ailleurs, les bancs de l'Assemblée peut-être un peu plus remplis. Alain Marceau se souvient aussi du temps où il était magistrat à la section antiterroriste du parquet de Paris. Alors comme en matière de terrorisme et de stupéfiants, il propose un système de repenti à l'italienne. Corrompus et corrupteurs pourraient bénéficier d'une peine réduite en dénonçant les tentatives de corruption. La relation corruptrice, elle est fondée sur la confiance. C'est un certain nombre de personnes, 3, 4 ou 5, qui ont confiance entre eux. Et tout cela fonctionne sous la loi du silence. Je crois qu'il est important que dans ce type de relation, maintenant, on sache que l'on court le risque que l'une ou l'autre des personnes puisse à n'importe quel moment venir dénoncer les faits auxquels elle a participé. Croyez-moi, c'est de nature à réfréner les velléités de corruption des uns ou éventuellement d'être corrompus des autres. Nécessité d'une opération main propre, comme ici en Italie, Alain Marceau ne va pas jusque-là. D'ailleurs, selon certains magistrats, le vrai problème est ailleurs, dans l'indépendance des juges. Si on veut que les dossiers avancent, il suffit simplement que les procureurs puissent être parfaitement indépendants et il est inutile de recourir à des gadgets qui sont copiés sur la situation italienne, qui est d'ailleurs au passage très différente de la situation française, puisque on sait que les liens entre le milieu et les partis politiques sont de nature parfaitement différente. Les propositions Marceau seront-elles adoptées par ses collègues? Alain Marceau veut montrer l'exemple. La lutte contre la corruption ne doit pas être qu'un simple discours.
On l'a dit, manifestement, Alain Marceau s'inspire du modèle italien. En fait, comme va nous l'expliquer notre correspondant à Rome, Alain de Chalvron, les choses ne sont pas tout à fait comparables, car les procédures judiciaires sont très différentes en France et en Italie. Pour faire tomber la Première République italienne, le juge Di Pietro et ses collègues ont utilisé, outre leur talent et leur opiniâtreté, tous les méandres de la loi italienne en allant parfois jusqu'à ses plus extrêmes limites. Leur force première, la collégialité. Ici, pas de juge d'instruction solitaire, mais un pool de procureurs qui mènent l'enquête et qui requièrent au procès. Avec eux, une équipe de policiers, de carabiniers, de gardes des finances. On peut déplacer un magistrat, même en tuer un, ses collègues reprendront l'affaire. Et ce d'autant plus librement qu'ils n'ont aucun compte à rendre au pouvoir politique. Deuxième force, la pratique de ce que l'on appelle ici le patteggiamento, la négociation, le compromis. En deux mots, tu te mets à table, tu rends l'argent volé et tu t'en sortiras vite. Di Pietro et ses émules ont ainsi délié beaucoup de langues. Contrepartie de ce principe, ceux qui ne coopèrent pas se retrouvent presque systématiquement en prison pour réfléchir. La détention préventive devient ainsi moyen de pression, trop souvent aux limites de ce que permet la loi. Les magistrats souhaiteraient que l'on aille plus loin. Pour sortir de ces pratiques pression-négociation, Di Pietro a ainsi proposé que l'on instaure en matière de corruption un système officiel de repentir, un système qui a fait merveille dans la lutte contre la mafia. Les repentis, qui ont un statut spécial, qui sont protégés ainsi que leurs familles, ont fait tomber des pans entiers de Cosa Nostra et de la Camorra. Un bon moyen, selon Di Pietro, d'en finir vite et clairement avec la corruption. Une proposition bizarrement mise sous le boisseau. Au moins 57 morts et des centaines de blessés dans un attentat à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Une bombe a explosé à la fin d'un meeting électoral en vue des élections présidentielles du 9 décembre. Parmi les victimes, le principal candidat de l'opposition à ce scrutin. Commentaire Isabelle Bechler. Gamini Dissanayake, 52 ans, avait bon espoir pour l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. Candidat du Parti de l'Unité nationale, il était le leader de l'opposition et se savait menacé. Vendredi dernier, une bombe avait été désamorcée à son domicile dans la ville de Kandy. L'attentat de Colombo, hier, a fait un véritable carnage lors de son meeting. 57 morts, dont 3 parlementaires et 18 policiers, 300 blessés, dont 75 grièvement. Pour les enquêteurs, la bombe était sans doute portée par un militant suicide, une de ces bombes humaines que les séparatistes tamouls, les fameux tigres tamouls, avaient déjà lancées contre Rajiv Gandhi en 1991 ou contre le président sri-lankais l'an dernier. Mais la guérilla tamoule nie tout lien avec cet attentat. Le gouvernement a décrété 24 heures de couvre-feu, mais n'a pas repoussé la date de l'élection présidentielle pour autant. Le parti de Dissanayake a encore 2 jours pour trouver un autre candidat. Ce massacre a tétanisé toute l'île et a en tout cas stoppé net les négociations entre le pouvoir singalais et les séparatistes tamouls du nord-est de l'île. La paix sociale est plus que menacée. Un dirigeant du FIS en exil à Paris a officiellement condamné l'assassinat hier de 2 religieuses espagnoles dans le quartier algérois de Bab el-Oued, considéré comme l'un des fiefs des intégristes. En moins d'un mois, en Algérie, 8 étrangers, dont 3 Français, ont été tués de sang-froid. Dorothée Olyric. Sœur Esther et Sœur Caridad combattaient la misère et les injustices dans cette basilique Notre-Dame d'Afrique. Depuis près de 30 ans, elles vivaient au cœur d'Alger, à Bab el-Oued, fief des islamistes. Menacées comme d'autres membres de la communauté catholique, les 2 sœurs Augustines refusaient de partir. Leur mission, disaient-elles, était humanitaire. Les 2 religieuses qui ont été frappées sont de nationalité espagnole. Nous ne sommes pas ici en lien avec une communauté nationale particulière. Les membres de la communauté chrétienne viennent de différents pays. Ce que nous attendons, bien sûr, c'est que tous les efforts s'unissent pour que l'Algérie puisse dépasser cette crise, sortir de cette violence et retrouver cette communion de tous dans la nation à laquelle, je crois, le peuple aspire. En mai dernier, 2 religieux français ont été assassinés à la Casbah d'Alger. L'attentat a été revendiqué par le GIA, groupe islamiste armé. Aujourd'hui, pas de revendication, mais une même trace, celle d'une impitoyable guerre islamiste.
67 étrangers, dont 20 Français, sont morts au nom, disent les intégristes, d'une campagne de purification de la terre d'islam, des juifs, chrétiens et mécréants. Ce soir, le pape Jean-Paul II a déclaré qu'il prierait pour que la mort des deux sœurs hâte le dialogue en Algérie. Nouvelle semaine historique au Proche-Orient avec la signature après-demain, en présence notamment de Bill Clinton, du traité de paix israélo-jordanien. Parmi les symboles les plus éclatants de la réconciliation et surtout de la relance des échanges touristiques et commerciaux entre ces deux pays, la reconstruction d'un pont sur le Jourdain, pont détruit lors de la Première Guerre en 1948. Comme vous allez le constater avec ce reportage de notre envoyé spécial Olivier Lerner, ce chantier a obligé à travailler ensemble deux peuples bien peu habitués à collaborer. Personne n'ose encore s'aventurer sur ce pont qui tient bien pourtant. Jordaniens et Israéliens attendent maintenant la signature officielle pour s'embrasser. Je le fais comme ça, elle me répond. Il n'y a pas de problème avec elle. J'espère que cette fois on a posé ce pont pour l'éternité. Le pont de la paix pour toujours. Construit par les colonisateurs anglais, ce pont avait été détruit en 1948 par la résistance juive. Jordaniens et Israéliens auront donc attendu 46 ans avant de franchir à nouveau ces 40 mètres de long. On est comme aspiré sur ce pont. Et c'est déjà l'attraction. Là, aujourd'hui, devant le pont, vous avez très envie de traverser ou vous êtes patiente, vous allez attendre encore un peu? Non, je suis patiente, je vais attendre. J'ai envie, mais je suis patiente. Les militaires jordaniens prennent eux aussi leur mal en patience. Ils pêchent. Ils vont trouver des carpes qu'ils feront peut-être farcir à la juive. Ce pont est une bénédiction pour la paix, ce pont est une bénédiction pour le commerce. Les Jordaniens vont sans doute en profiter les premiers puisqu'ils vont acheminer leurs marchandises beaucoup plus vite qu'auparavant en se dirigeant vers les grands ports israéliens que sont Haïfa et Ashdod. La paix et le business vont sans doute faire bon ménage entre Israéliens et Jordaniens. Pour les 700 habitants du premier kibboutz frontalier, créé ici en 1937, le pont qui va ouvrir dans 10 jours, c'est le bonheur. Un bonheur pour les enfants qui pourront passer la frontière les yeux fermés. Un bonheur pour les parents et les grands-parents qui ont traversé des périodes douloureuses. Aviva est venu voir son fils aujourd'hui. Il avait 8 ans lorsqu'il a sauté sur une mine. Cela ne l'empêche pas de sourire à la paix. C'est évident. Je vais aller voir ce qui se passe en face, juste pour voir à quoi ressemble mon pays en le regardant de l'autre côté, histoire de me convaincre aussi qu'il n'y a plus de frontières infranchissables. Aviva part pour de nouvelles aventures, elle qui n'imaginait pas de son vivant poser le pied un jour en Jordanie. Elle peut maintenant modifier la fin de ses mémoires tout en gardant sa mémoire. En France, toujours la polémique autour du port du foulard islamique. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé une décision prise par l'inspecteur d'académie en juillet dernier de refuser l'inscription de 3 jeunes musulmanes portant le foulard. Mais c'était avant la publication de la fameuse circulaire Bayrou en septembre. À Lille, 18 élèves musulmanes du lycée Fédère vont entamer aujourd'hui une grève de la faim pour protester précisément contre cette circulaire. Elle passait ce soir en conseil de discipline. Reportage de nos envoyés spéciaux à Lille, Agnès Varamian, Jacques Girard. 17 h, après avoir passé l'après-midi aux portes de leur lycée, les 18 jeunes filles voilées rejoignent la salle du conseil de discipline, assistées de leur avocat. Convoqués ce soir. Et d'un témoin de leur choix, leur père, pour la plupart. Moi, je lui dis rien du tout, c'est elle qui décide, c'est elle qui il fait ce qu'il a envie de faire, c'est tout. Si on est en France, c'est la liberté, il est libre, il porte son foulard ou il ne le porte pas, c'est elle qui décide. L'exclusion pour protester, une quinzaine de jeunes filles ont décidé de ne plus se nourrir, mais leur avocat a vu plus loin et a déposé un recours au tribunal administratif. Je défends le principe de la liberté et de la laïcité. Et je considère qu'en cette circonstance, il est entaché, il est attaqué, il est battu en brèche par l'administration du lycée, pas par les jeunes filles. Objectif, faire annuler le nouveau règlement intérieur. Et là, les filles sont loin d'être seules. Leur avocat travaille avec la Ligue islamique du Nord qui s'est constituée partie civile. Gestionnaire de la plus grande mosquée de l'île, la Ligue est membre d'une fédération d'associations proches des frères musulmans favorables à la création d'écoles privées. La laïcité est une chance pour l'islam. Et l'islam est une chance pour la laïcité. Mais si on nous chasse des lycées publics, on va se replier sur nous-mêmes, on va créer nos propres instances privées. Mais la faute à qui? C'est pas à nous.
Le recteur de la mosquée a d'ailleurs ce soir encore une fois proposé ses services de médiateur au proviseur. Un proviseur qui n'entend plus dialoguer désormais avec des jeunes filles qui ont préféré jouer le jeu de la chaise vide. Ce soir, le conseil de discipline vient de décider d'exclure l'une de ses 18 élèves voilées de ce lycée Fédérum, les 17 autres ayant refusé de se présenter devant le conseil de discipline. Loin de l'agitation médiatique des grands congrès médicaux, les plus grands noms de la recherche sur le sida confrontent leurs travaux depuis aujourd'hui près de Versailles, et cela dans la plus grande discrétion. Chercheurs américains et français font hélas le même diagnostic pessimiste. Les recherches sur le vaccin anti-sida ont abouti à une sorte d'impasse, peut-être parce que l'on a voulu aller trop vite. Précision avec Jean-Daniel Flézaquier. C'est dans la maison où mourut Pasteur il y a bientôt un siècle que pour la 8e fois l'élite mondiale de recherche sur le sida se retrouve pour confronter ses résultats pendant 3 jours. Mais cette année, le constat est assez sévère. Les Américains et le patron français de l'Agence nationale de recherche sur le sida sont d'accord. Les vaccins actuellement testés ne sont pas assez efficaces pour qu'on aille plus loin dans cette voie de recherche. Il est urgent d'attendre et d'essayer d'en savoir un peu plus sur le virus et ses actions, comme si, pressé de toutes parts, on était allé un petit peu trop vite. On a essayé de tester ce que l'on pouvait avoir et qui, de façon plus ou moins rationnelle, mais souvent assez rationnelle, semblait pouvoir être utile. Et il était logique de le faire. Il est encore logique de faire certaines choses de ce genre. Mais il est clair, et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on est parti pour une histoire malheureusement probablement longue et difficile. La voie du vaccin ne se dégage pas. En matière de médicaments, les progrès se font à pas compter. Le chemin sera long, très long. Et le mot essentiel reste prévention. Sombre week-end pour les propriétaires d'une galerie d'art de Zurich en Suisse. Ils ont en effet découvert ce matin le vol de 7 tableaux de Picasso estimés au total à plus de 200 millions de francs. Georges Bégou. C'est pendant le week-end que la galerie Bollack de Zurich a été visitée par des voleurs qui avaient choisi le chemin de la cave d'un immeuble voisin. Objectif 7 gouaches et aquarelles de Picasso des périodes roses et bleues les plus cotées. C'est le père du galeriste qui avait acheté cette femme assise et le Christ de Montmartre, 2 œuvres qui lui avaient déjà été volées en 91 et restituées en 92 après l'arrestation des gangsters. Ce genre de vol a-t-il un intérêt? Sauf à faire chanter les assurances. Ce que je ne sais pas, mais ce sont des tableaux qui sont en tout cas invendables. Dès qu'ils passent sur le marché, ils sont immédiatement repérés. Donc c'est même dangereux de les posséder. Donc ce sont des tableaux dont on ne peut absolument rien faire. L'idéal, si vous voulez, c'est d'avoir marqué sur sa porte « Je n'ai que des chefs-d'œuvre et je ne suis pas assuré ». Comme ça, on est sûr que les voleurs ne viendront pas. Conseil à suivre ou simplement à méditer, en tout cas chez Max Bollack, ils sont venus. Comme promis, nous allons terminer ce journal en compagnie de Jacques Higelin qui sort un nouvel album baptisé « Aux héros de la voltige ». Où mieux célébrer les héros de la voltige que dans un cirque? Jacques Higelin débute demain son tour de chant au Cirque d'Hiver, véritable lieu fétiche pour ce chanteur avec qui Éric Perrin et Bernard Puissesseau sont allés en quelque sorte en reconnaissance. Accro à la gamme, pas de quoi en faire un plat, ni un drap. Un coup de rideau magique. Oubliez l'ambiance de morgue de sa dernière chanson, Maître Jacques rend visite aujourd'hui à un vieil ami. Bonjour, Cirque d'Hiver. Le public n'a pas encore envahi les gradins, les instruments n'ont pas encore rugi sur la piste que Jacques Higelin rôde seul dans ce lieu qu'il aime, comme on peut aimer des proches. C'est un endroit qu'on peut prendre comme ça et serrer sur son cœur. 1981, Jacques Higelin et le Cirque d'Hiver se rencontrent pour 2 mois de concerts pleins à craquer. 13 ans plus tard, les 2 amis se retrouvent pour donner vie au 20e et dernier album intitulé « Aux héros de la voltige ». Sans doute parce que cette piste de cirque reste une scène unique pour un chanteur qui explose face au public, qui s'expose. C'est un lieu d'une extraordinaire communication. En plus, les spectateurs se voient entre eux. Les spectatrices aussi d'ailleurs. En parenthèse. Pas qu'il y ait que des mecs qui viennent. Les mecs, ah bon, c'est interdit aux gonzesses. Alors ils se voient et déjà dès le départ ça crée une formidable communication. Parce que les gens en se regardant, ils se découvrent avant même que le spectacle commence. Et je reviendrai toi, hein, te voir, ma chérie. Pas pour me pendre, pour me suspendre. Je suis papa,
C'est clair, plus Jacques est flou, plus Jacques est fou, tête en l'air sur la terre, comme au ciel. Un coup de cirque magique pour un chanteur toujours en équilibre sur un fil tendu entre deux rêves. Depuis que je suis petit, je fais de la voltige. Et sans arrêt des figures, des tracés, des rétablissements, une démarche de funambule. Après La corruptrice, tiré d'un roman de Guy Descartes, vers 22h45, la première partie du magazine de Jean-Luc Delarue, ça se discute. Ce soir, faut-il tricher pour séduire? Oui, répondrait Nathalie Rioué, maquillée comme une voiture volée. Je plaisante, bien sûr, Nathalie, qui nous annoncera dans quelques instants un mardi gris, pluvieux et plus frais. Dernier journal en compagnie de Catherine Sellac vers minuit. Bon anniversaire à Gilbert Bécaud, 67 ans aujourd'hui. Demain, Gérard Leclerc recevra à 7h50 dans les 4 vérités l'ancien ministre Bruno Durieux. Demain à 13h, vous retrouverez Daniel Bilalian et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.